Bonjour à tous, bonjour à toutes. Me voici de retour pour un témoignage. Il y a quelques jours, je vous avais déjà adressé, ou plutôt fait une vidéo sur le témoignage d'une personne avec laquelle j'ai sympathisé, qui regarde mes vidéos. Et j'étais resté bien évidemment dans l'anonymat, c'est-à-dire que je n'avais pas révélé le nom des personnes impliquées et je m'étais bien gardé de donner des éléments de lieu. Et là, je vais agir de la même façon par rapport à un texte un peu plus long dans lequel elle m'explique comment son père, qui est quelqu'un donc de profondément manipulateur, s'est comporté lors d'un problème qu'a rencontré sa mère, un problème de santé grave. Et donc, je vais simplement lire ce texte. Vous pourrez réagir à l'issue de la vidéo et ensuite je ferai une autre vidéo qui synthétisera ce que moi je pense de cette situation et ce que vous en pensez également, puisque vous commencez sans doute à être aguerri et à vraiment avoir un jugement d'expert. Certains d'entre vous, du moins certaines d'entre vous également. Voilà. Donc je n'ai pas encore décidé du titre de la vidéo et je vais d'ores et déjà lire le texte. Maman a failli perdre la vie. J'ai 14 ans. La semaine qui a précédé ce dimanche fatidique, maman se sent très fatiguée. Elle a mal au ventre. Dans son bureau, la secrétaire lui a fait une remarque prémonitoire d'un ton soucieux. « Oh vous, madame, on ne va pas vous revoir lundi matin. » Le samedi, je crois me souvenir, selon ce que maman m'a rapporté par la suite, qu'un de ses frères ou sa sœur, ou peut-être même sa mère, Mémé, est venu nous rendre visite. Maman l'aurait reçue au salon. Elle se sent mal, elle souffre beaucoup mais ne montre rien. Le membre de sa famille venu la visiter ne remarquera rien de son état. Dimanche matin, maman vomit après avoir bu sa chicorée. Elle s'allonge sur mon lit, dans ma petite chambre au papier fleuri. Je ne sais qui l'a décidé. Notre médecin, également notre voisin, qui habite donc près de chez eux, est en vacances et c'est un médecin de garde qui le remplace. Est-ce mon père ou bien un collègue de travail auquel mon père tient particulièrement qui intervient. Donc, à l'époque, j'avais le béguin pour lui. Il vit avec notre famille. Il vient souvent avec notre famille. Mon père l'a installé pas très loin de chez nous, avec son chien qui m'a d'ailleurs toujours terrorisé. Le médecin arrive, je me souviens bien de lui. C'est un petit homme à moitié dégarni, peu souriant et portant une grosse mallette. C'est ce même médecin qui, 20 ans plus tard, me diagnostiquera une myalgie infectieuse causée par un trop grand stress. Je suis dans la chambre d'amis à côté de ma propre chambre où est alitée ma mère. Je me souviendrai toujours du papier vert pâle que je fixais, priant de toute mon âme en murmurant cette litanie « pas l'hôpital, pas l'hôpital ». Dans mon esprit, l'hôpital signifiait quelque chose de très grave, de dramatique, un lieu où il ne fallait pas aller. J'entends plusieurs fois maman crier et pleurer, tandis que le médecin l'ausculte derrière la porte close. Puis la porte s'ouvre. Mon père doit être à côté de moi, mais je n'en ai pas le souvenir. Le médecin dit d'un ton grave « Vous l'emmenez immédiatement à l'hôpital ». Tout s'enchaîne très vite. Le collègue de mon père, celui qui est très ami avec lui, prend les choses en main. Il gare la voiture devant la maison, dans la rue, puis nous aidons ma mère à descendre l'escalier. Entre mes mains, je tiens une bassine. Maman a sans cesse envie de vomir. Elle est en chemise de nuit couverte de sa robe de chambre de couleur bordeaux que j'ai conservée très longtemps après. Nous sommes en route, mon père conduit, ma mère est à l'avant, côté passager. Le collègue de mon père et moi sommes à l'arrière. De temps en temps, je tends la bassine à ma mère qui vomit. Mon père ne cesse de geindre, de s'emporter, de crier. Ma mère, malgré sa souffrance, tente de le rassurer, comme toujours. « Grosse vache, ça devait arriver. T'es vraiment qu'une grosse vache. Tu l'as fait exprès pour me faire chier. Vous me faites tous chier. » Arrivée à l'hôpital, maman est prise en charge rapidement. Je me souviens encore de ses cris à travers la porte. Le médecin sort enfin et se dirige vers nous. Il s'adresse à mon père en lui disant qu'il va amener ma mère au bloc opératoire immédiatement. Maman est passée à 5 minutes de la mort. On lui a diagnostiqué une péritonite aiguë. Le pus s'est répandu à l'intérieur de son corps.
Lorsque le médecin qui l'a ausculté lui a annoncé l'opération imminente, elle a pleuré, lui demandant s'il était vraiment certain de son diagnostic. Il l'a grondé en lui disant qu'il connaissait son métier. Ceci, c'est maman qui me le racontera. Il y a un blanc dans mes souvenirs. Je me retrouve alors dans un couloir et j'entre dans une chambre. Maman est allongée dans un lit, une infirmière lui rase le pubis. Maman et moi sommes gênés toutes les deux. C'est la première fois que je vois son intimité, je ne me souviens plus si nous avons échangé une parole. Je me retrouve alors sur des marches d'escalier. L'opération dure depuis plusieurs heures. À ce moment-là, je suis seul avec le collègue de mon père pour me rassurer. Celui-ci, pour me réconforter, essaie de me faire rire. Il parvient à me décocher un sourire quand mon père se dirige vers nous. D'un regard haineux, les dents serrées, il me lance. « C'est ça, rigole pendant que ta mère est en train de crever. » Je me sens prise en faute, honteuse. Les heures défilent, un médecin revient vers nous et s'adresse à mon père. Je n'entends pas ce qu'ils se disent. Je comprends que mon père désire voir ma mère qui est, je l'ai compris, en réanimation. On m'interdit d'aller la voir. Je n'ai aucun souvenir de notre retour à la maison. La nuit qui suit, mon père refuse de dormir seul dans son lit et il décide que je dormirai avec lui. C'est pour moi un cauchemar. Je crois que nous avons pleuré dans les bras l'un de l'autre. Ce souvenir est très éphémère. Le reste de la nuit, je l'ai passé tout au bord du lit, le plus loin possible de lui. Le lendemain matin, j'ai cours au collège. Mon ami, ma meilleure amie, a pour habitude de s'arrêter devant ma porte afin que nous fassions le chemin ensemble. Je sors sur le seuil de la porte en larmes. Je lui explique que ma mère est à l'hôpital, très gravement malade, et que je ne me rendrai donc pas en classe. Mon père a décidé que je n'irai pas à l'école de la semaine. Il en informe par téléphone le directeur de mon établissement. Je dois m'occuper de la maison, faire le ménage, les courses, préparer les repas pour la famille, m'occuper de mon plus jeune frère et rassurer mon père en lui disant que non, maman ne va pas mourir. Je le lui dis parce que je sais que c'est ce qu'il veut entendre, mais j'ai terriblement peur qu'elle ne meure. Personne ne me rassure. Un soir, je me souviens avoir voulu préparer une salade. J'ignorais qu'il fallait l'essorer. Mon père a râlé et s'est mis en colère. Elle était pleine de flotte. Maman me manque terriblement. Je pleure en silence. Je ne me défais plus de son foulard que je garde jour et nuit. Il porte son odeur. Je ne m'en suis séparé que des années plus tard lorsqu'il était en lambeaux. La semaine se passe dans une bulle. Je ne me souviens de rien, si ce n'est que mes frères et moi n'avons pas le droit d'aller voir maman à l'hôpital. Notre père fait barrage à tout le monde. Maman est toujours en réanimation. Une femme de ménage qui est proche de nous et qui est une parente en même temps est très présente pour moi et mes frères. Je me souviens que mon plus jeune frère a pleuré ce jour-là car maman n'était pas là. Il n'y a pas eu de repas d'anniversaire. La femme de ménage et amie lui a fait un gâteau au yaourt que nous avons mangé tous les trois au goûter. Peut-être mes deux grands frères étaient-ils là, mais je ne m'en souviens pas. Nous nous raccrochons tous les deux à cette femme qui nous prépare nos repas du soir et s'occupe beaucoup de nous. J'apprendrai bien plus tard qu'elle en a beaucoup voulu à mon père de lui interdire à elle aussi d'aller voir maman. Un collègue de mon père avait expressément demandé à voir ma mère après sa deuxième hospitalisation. Il lui avait accordé une courte visite au salon où elle se reposait. Il m'a dit bien plus tard qu'il avait été terriblement peiné que mon père fasse le barrage également avec lui, lui interdisant de voir ma mère à l'hôpital. Je n'ai aucun souvenir concernant mes aînés. J'ignore comment ils ont vécu ce drame. Nous n'en avons jamais parlé. Ils étaient au lycée et ne rentraient que le soir. Un élément traumatisant est venu s'ajouter au tableau noir. Après avoir passé cette première nuit de cauchemar dans le lit de mon père, le plus loin possible de lui, dès le lendemain, refusant toujours de dormir seul, il me fait installer l'ancien petit lit à barreaux de mon petit frère. Il le place à gauche du grand lit parental, au pied de la cheminée. Le lit est trop petit, je ne peux pas allonger mes jambes, je dors ainsi en chien de fusil. Je crois qu'après cela, il m'a fait installer un matelas au sol. Les jours s'écoulent. La deuxième semaine, je retourne au collège. Le midi, dans la cour de récréation, la femme du directeur demande à me voir. Elle me demande de lui raconter ce qui s'est passé. Je fonds en larmes. Elle me prend dans ses bras, me berce comme ma mère le ferait, me dit des paroles affectueuses pleines d'espoir. Parallèlement, une camarade de classe vient de perdre sa mère très malade. Je la plains de tout mon être. Comment fait-elle pour supporter ce drame? Elle me dira qu'elle n'avait pas d'affinité particulière avec sa mère.
C'est avec son père qu'elle s'entendait le mieux. Après 2 semaines, contre l'avis médical, mon père fait sortir maman de l'hôpital. Elle a beaucoup maigri, elle est belle, fatiguée. Je veux la prendre dans mes bras. Mon père me dit de ne pas la fatiguer et de la laisser respirer, de ne pas la toucher. La femme de ménage et amie a mis à cuire des cuisses de poulet au four avant de partir. Mon père rouspète, critiquant le fait que ce n'est pas le moment de bouffer devant notre mère. Je passe le samedi auprès d'elle, dans le salon, au rez-de-chaussée de la maison. Je ne sais plus qui est présent avec nous, je suis si heureuse qu'elle soit de retour. Demain matin, maman se réveille avec de terribles douleurs dans le dos. Mon père s'énerve après elle, après nous qui avons pensé à manger du poulet l'avant-veille, alors que notre mère sortait juste de l'hôpital. Il appelle notre médecin de famille. Celui-ci demande à mon père de faire venir maman à son cabinet, juste à côté de chez nous. Le portail sur la rue est grand ouvert, je suis sur le trottoir, attendant que maman revienne. La femme du docteur vient vers moi, je crois que c'est elle qui m'annonce que maman doit retourner à l'hôpital. Elle est en train de faire une embolie pulmonaire, il y a urgence, je pleure dans les bras de l'épouse du médecin. Le SAMU arrive. Je revois la scène hors de mon corps, en simple spectatrice, mes émotions sont coupées. Un homme noir en blouse blanche fait rouler un brancard jusqu'au cabinet du docteur. Il en ressort peu de temps après. Ma mère est allongée, un drap la recouvre partiellement. Je suis choquée que personne ne songe à cacher l'un de ses seins en partie visible. Je crois que c'est maman qui relève le drap. L'ambulance part à l'hôpital. Maman y passe 15 jours supplémentaires. En février, maman a 40 ans. Elle nous dira plus tard combien elle a pleuré ce jour-là, combien ses enfants lui manquaient, se demandant pourquoi nous ne venions pas la voir, ignorant que mon père nous l'avait interdit. Une semaine s'écoule sans que je me souvienne de quoi que ce soit. Le dimanche, la mère de mon père vient nous rendre visite. Elle a pour habitude de venir nous voir quelques dimanches par an, en compagnie de ma cousine, la fille de ma tante, la sœur de mon père. Cette fois, papa lui a demandé de venir seul, refusant de lui en donner la raison au téléphone. Lorsqu'elle arrive, mamie demande « Mais où est ta mère ?» Papa ne lui dit rien, comme s'il prenait plaisir à la faire languir. Elle nous interroge à notre tour, mais un simple regard de notre père nous intime l'ordre de nous taire. Il me donne l'impression de vouloir être celui qui annoncera la nouvelle, celui qui lancera la bombe. Il me donne le sentiment de jubiler, mais c'est une émotion fugace et je ne m'y attarde pas. Lorsqu'enfin mamie apprend la nouvelle, elle pleure et je pleure aussi. Mamie veut voir maman, papa accepte et j'ai la permission de les accompagner. Je nous revois, moi, mamie, mon père et mon frère, marchant au sein de l'entreprise où était garée la voiture. Mamie est sous le choc mais reste digne comme à son habitude. Je me retrouve dans une salle étrange où des appareils jettent des bips par-ci, des tutes par-là. Je suis très intimidée, je ne m'attends pas à voir maman entourée de machines, des tuyaux branchés partout en elle et autour d'elle. Je ne vois qu'une partie de son visage, minuscule dans son lit, dissimulée sous un masque à oxygène, ses cheveux libres sur l'oreiller. Je ne sais même plus si je lui ai parlé, si elle était consciente, si elle m'a vu. Mamie a pleuré dans la voiture sur le chemin du retour. Je n'ai su que bien des années plus tard ce que maman avait vécu, elle me l'a raconté un jour. Lorsqu'elle est rentrée à la maison, 15 jours plus tard, elle avait perdu 32 kilos. Confidence. Tous les matins, lorsqu'elle était hospitalisée, mon père lui apportait des papiers du bureau. Elle remplissait des chèques, elle gérait des courriers administratifs, des impayés de clients et beaucoup d'autres choses. Chaque fois que mon père entrait dans sa chambre, sa tension montait à 25, si bien qu'un matin, le chirurgien, qui lui rendait quotidiennement visite, lui a dit « Vous semblez avoir peur de votre mari ». Sur son lit d'hôpital, maman a fait une requête à papa. Elle ne voulait plus jamais avoir peur de lui. Elle ne voulait plus qu'il lui hurle dessus et la maltraite. Mon père lui a promis, promesse qu'il n'a jamais tenue. Son cas étant presque désespéré, elle a été transférée dans un autre hôpital où de meilleurs soins pouvaient lui être prodigués. Un aumônier est venu la voir. « Ma fille, je peux recueillir vos confidences. » Maman ne l'a pas souhaité. Lorsqu'elle était en réanimation, maman a reçu une visite étrange. Une entité lui a parlé. Mon père dit que c'est le patron, cet être qui pour lui régit le monde et apporte protection à notre famille. Ma mère lui a posé des questions et il lui a répondu. Seul mon père sait ce qu'ils se sont dit. Maman m'a juste rapporté que cet être l'avait rassurée, très doux. Il fallait qu'elle fasse confiance, une expression qui a bercé notre vie à tous.
Maman a vécu l'enfer lors de ses soins. Les ponctions la menaient près de l'évanouissement. Des infirmières très douces la rassuraient, tandis qu'elle pleurait dans leurs bras qui la tenaient fermement. Les matins où elle était emmenée afin qu'une infirmière aspire le liquide de ses poumons, la vue de l'énorme aiguille la terrorisait, elle fondait en larmes. Aujourd'hui, 30 années plus tard, elle a gardé des séquelles. Il lui arrive de souffrir à l'endroit où ont été effectuées les ponctions. Sa respiration est alors douloureuse et elle doit s'allonger. Après sa perte spectaculaire de poids, à la fin de sa convalescence, papa a emmené maman dans des boutiques de luxe afin de lui renouveler sa garde-robe. Une seule consigne, des jupes ou des robes au-dessus du genou. Je suis subjugué par sa beauté, je l'aime passionnément, elle est tout pour moi. À l'époque, je voulais lui ressembler. Je n'ai aucun souvenir d'avoir fait avec elle des activités entre mère et fille. Il n'y a pas très longtemps, elle m'a dit regretter avoir consacré tout son temps à l'entreprise et à mon père et de ne pas s'être davantage occupée de moi et de mes frères. Je ne lui ai pourtant jamais reproché. Encore moins aujourd'hui à présent que je sais quelle a été sa vie. Voilà ce témoignage que j'ai un petit peu édulcoré afin de ne pas laisser de nom et de lieu, enfin de nom de lieu et de nom de personne évidemment. Voilà, je vous laisse l'écouter, y réfléchir et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo avec vos commentaires et je ferai donc une vidéo à partir de ces commentaires. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.